Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, l'information qui circule dans les médias français, la famine à Gaza est un mensonge éhonté. C'est les propos de Netanyahou qui sont reproduits par tous les soutiens d'Israël en France, donc Bernard-Henri Lévy et tant d'autres. Et c'est pour ça, on va regarder un ensemble de témoignages ignobles dont certains, ils tiennent ces propos. Je pourrais faire une analyse pour dire à quel point c'est honteux, mais finalement il n'y en a pas besoin. Donc on va regarder un petit peu tous ceux qui s'expriment. Juste avant, je vous invite à vous abonner, à partager un maximum la chaîne, et on peut démarrer. Pour démarrer notre vidéo, on va écouter notre très cher Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe, milliardaire. Bon alors écrivain et philosophe, comme moi je suis la reine d'Angleterre, bien évidemment. Donc écoutez ce qu'il dit. Parlant de sanctions, crise politique aux Pays-Bas, le ministre des Affaires étrangères a démissionné car il n'a pas pu imposer à ses confrères un projet de sanctions à l'égard d'Israël. De plus en plus de pays se posent la question après l'embargo sur les armes offensives. Est-ce une solution selon vous ? Quoi ? Faire un embargo sur les armes à l'endroit d'un pays, d'une démocratie, des sanctions allié de l'Europe, allié de l'Occident. Enfin, c'est une plaisanterie. Ce serait une honte. Qui est accusé de famine par la communauté internationale, vous le savez, à Gaza. Qui est accusé de famine, on peut dire les choses dans le sens qu'on veut, on peut les répéter sur tous les tons, c'est pas pour ça qu'elles sont vraies. Israël n'est pas responsable d'une famine à Gaza. Israël n'est pas, il y a peut-être famine, il y a peut-être menace de famine, mais Israël n'en est pas responsable. La responsabilité de la non-livraison de l'aide alimentaire à Gaza, vous avez vu, vous avez montré vous-même, je crois, des images de ces centaines de camions qui ont passé la frontière. Non. Qui ont été bloqués puisque la France a proposé également de ramener ces camions humanitaires à l'intérieur de la bande de Gaza et le gouvernement israélien a refusé. Aujourd'hui, vous avez 1 millier de camions qui ont passé les checkpoints, qui sont en territoire gazaoui et qui ne sont pas acheminés. Alors, d'abord, c'était parce que l'ONU disait, attendez, il y a que nous qui avons le droit d'acheminer l'aide humanitaire. Quand Israël dit, OK, acheminer l'aide humanitaire, là, ils disent, oui, mais d'accord, mais les routes ne sont pas sûres pour nos agents. Israël dit très bien, on va créer des corridors humanitaires pour permettre les livraisons. C'est ce qui existe depuis quelques jours. Ah, mais les corridors ne sont pas assez sûrs. C'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas dire, c'est que Israël soit responsable d'une famine ou d'un défaut d'approvisionnement alimentaire à la population des Gazaouis. C'est faux. Elle peut être considérée. Je sais que beaucoup d'entre vous appréciez mes analyses quand je montre des vidéos comme ça, mais là je suis désolé, je suis en train de vomir, donc je ne ferai pas d'analyse. Et comme responsable, si elle refuse l'aide d'un pays tiers qui assurerait justement cette sécurité pour les convois humanitaires. Jean-Noël Barrot l'a dit à notre micro, il avait proposé la France pour puissance intermédiaire qui assurait cette sécurité-là. Pourquoi ne pas accepter cette aide-là ? C'est sûrement formidable si Jean-Noël Barrot, et je dis ça sans ironie, a un plan. Israël a essayé avec les États-Unis, ils ont créé une fondation qui s'appelle la Gaza Humanitarian Foundation. Avec une fondation évangéliste qui était avec une fondation évangéliste avec un fonctionnement qui marchait qu'à moitié. Bon, enfin, quand les gens ont faim, quand les gens vivent dans les conditions qu'on voit, excusez-moi, il n'y a pas de solution parfaite, on délivre l'aide. Bon, tout le monde a hurlé contre cette initiative-là, la Gaza Humanitarian Foundation. Si maintenant il y a une solution française pour acheminer l'aide, moi personnellement, j'ignorais, mais personnellement j'y suis favorable. S'il y a une solution, s'il y a un plan, s'il y a une méthode, s'il y a une logistique, s'il y a le contact avec les bons distributeurs d'aide à l'intérieur qui feront en sorte que l'aide ne soit pas détournée, volée et revendue sur le marché noir par le Hamas, mais bienvenue. Il y a pas d'analyse, mais le Hamas, ils vendent de la nourriture à qui ? C'est-à-dire que quand bien même ils la vendraient aux Palestiniens, ils font partie des Palestiniens, les Palestiniens ne seraient pas en famine. Enfin, en fait, rien n'a de sens dans les propos qui sont tenus. Bernard-Henri Lévy, qui avait expliqué que toutes les révolutions arabes organisées par certains pays étrangers, qui ont détruit l'Irak, la Syrie, et tant d'autres pays, qui ont affaibli la Tunisie, la Libye, et ainsi de suite, avait tenu ce propos assez étrange. Tout ça profite à Israël. Ce qui est quand même assez étonnant pour un philosophe français, franco-israélien mais français. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe de l'entrisme ? Ce que j'essaie de transmettre de par cette vidéo, c'est du moment où Netanyahou
tient un propos, immédiatement dans le monde, certains hommes politiques, certains médias répètent à l'unisson les propos de Netanyahou. Sachant que les peuples du monde entier dénoncent la situation à Gaza, il est quand même intéressant de se poser la question, non pas du génocide, non pas des propos de Netanyahou, mais comment ça se fait que dans chaque pays du monde, les peuples dénoncent le génocide et pourtant nos classes dirigeantes se soumettent à Netanyahou? Qui est Netanyahou pour mettre à genoux les gouvernements du monde entier et les médias du monde entier? Qui est-il? Quels moyens utilise-t-il? C'est une question que je pose. Epstein. Oui, bien entendu, selon des modalités évidemment différentes, mais j'observe que il est organisé petit à petit, étape par étape, une exclusion des Juifs de l'espace public. Les Juifs sont harcelés, les Juifs sont traqués sur mer, dans les airs, sur terre et même sous terre avec la profanation des tombes et des monuments commémoratifs. Moi, je me demande combien de temps cela peut durer sans que le président de la République prenne la parole et dise de manière tout à fait officielle et tout à fait solennelle que cela doit cesser, que les Juifs sont chez eux en France et que nous ne saurions tolérer, comme dans cette navrante affaire d'exclusion de 150 gamins israéliens d'un parc de loisirs, nous ne saurions tolérer cette chasse aux Juifs en France. Écoutez, malheureusement, l'explication la plus plausible, c'est que Emmanuel Macron, le président de la République, a peur. Il a peur aujourd'hui, comme il avait peur hier, de participer à la marche contre l'antisémitisme, parce qu'il a peur de la réaction des banlieues islamisées. Je crois que malheureusement, il n'y a pas d'autre explication, parce que sinon, comment expliquer qu'un président de la République n'ait pas pris la mesure de ce qui se passe, non pas chaque mois ou chaque semaine, mais désormais chaque jour en France. Donc c'est de peur de voir s'embraser les banlieues s'ils prenaient parti. Mais enfin, il ne s'agit pas de prendre parti, il s'agit simplement de protéger certains de nos compatriotes, ce qui est quand même le rôle premier d'un président de la République. Donc voilà les propos d'Éric Nolot. Maintenant, nous avons un agent du Mossad s'exprimer sur la télé française, bien évidemment, Raphaël Jérusalemi. Encore une fois, je le répète, le sens, le timing est plus important que les propos. Netanyahou s'exprime, le monde entier répète. C'est ça qui est intéressant. Famine qui a aussi un mensonge sur le plan sémantique, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire famine, qu'est-ce que veut dire génocide. Prenez votre dictionnaire et vous verrez que c'est certainement pas ce dont on parle. Vous tuez 3 Palestiniens, c'est un génocide. Vous tuez 3000 Congolais, on n'en parle même pas. Voilà un petit peu la définition. Alors moi j'aimerais bien justement qu'on parle de ce qui se passe au Soudan et aussi au Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas réellement le conflit Congo-Rwanda, il y a des tensions certes, mais si depuis 30 ans il y a ce conflit-là, il est alimenté de par l'extérieur avec et en fait il suffit de regarder qui est derrière tout ça, qui profite. Il faut savoir qu'au Congo, au Rwanda, il y a des richesses sous terre et que certains pays, certaines sociétés profitent de ces richesses et pour en profiter gratuitement, il faut que les peuples en haut, sur terre, se fassent la guerre et ne soient pas occupés au vol de leurs richesses. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Donc j'aimerais qu'on pose la question, pourquoi il y a une famine à Gaza? Pourquoi depuis 30 ans il y a un massacre et qui perdure étrangement au Congo? Ça c'est des questions très intéressantes, effectivement, qu'il faudrait en parler. Vous avez aussi un mensonge en général sur tout ce qui est le ravitaillement, sur le fait que, en fin de compte, c'est l'UNRWA qui est un suppôt du Hamas, ce sont les Nations Unies qui sont incapables de faire entrer les camions qui attendent à la frontière. C'est donc sans arrêt du pur mensonge, de la pure... on le sait, le secrétaire général lui-même des Nations Unies, c'est lui qui donne le ton. C'est un antisémite obsessionnel et maladif, je le dis sans hésitation. Il vise Israël est toujours visé, 2 poids, 2 mesures, mais surtout du mensonge sur toute la ligne. Rien n'est vrai dans tout cela, et il y a les preuves à l'appui du côté israélien pour montrer combien de camions rentrent par jour, combien de calories, et je peux vous assurer ici sur l'antenne d'I24 News. C'est phénoménal ce qu'il vient de dire.
Nous avons à la télé française, franco-israélienne, un agent du Mossad qui, pour montrer patte blanche et faire preuve de bonne foi, vous explique non, il n'y a pas de famine à Gaza. Pour preuve, on sait combien de calories. Il parle pas de kilos de pâtes, de nourriture, de machin, etc. Combien de calories entrent à Gaza? Je vous pose la question. Dans quel endroit du monde, dans quelle ville, dans quel pays, dans quel endroit, on est capable de savoir combien de calories entrent dans un territoire? Est-ce que vous savez combien de calories entrent en France, dans votre ville? C'est une question que je pose. Est-ce que vous savez combien de calories, quand vous faites des courses, vous amenez à la maison? Exactement. Ce qui montre bien qu'il y a une problématique. Si Israël est capable de savoir combien de calories entrent à Gaza, c'est incroyablement pervers. Mais c'est phénoménal et honteux. On poursuit. Personne n'est encore mort de faim à Gaza. Il y a des problèmes d'alimentation et de croissance des enfants parce que c'est toujours du blé ou du riz, etc. Mais personne n'est mort de faim à Gaza. C'est ignoble. Il n'y a pas de commentaire de plus. Autre vidéo que j'aimerais vous faire partager et qui me révolte. Écoutez ces propos. Et j'aimerais que vous compreniez un peu ce qu'il en est et que vous n'hésitiez pas à répondre de la même manière quand on vous parle de cet argumentaire-là. Écoutez ça. Ça dépend de la langue dans laquelle il s'exprime et il ne dit pas la même chose quand il parle en hébreu et quand il parle en anglais. Il est bien plus conciliant en anglais que lorsqu'il s'exprime en hébreu. Ce message s'adresse à la fois à sa population, mais également à l'international et donc à nous. Vous faisiez référence à cette dystopiquement nommée Fondation humanitaire pour Gaza. Je rappelle, et ce sont les chiffres de l'ONU, que près de 2000 personnes sont mortes en essayant d'aller prélever l'aide humanitaire dans les 4 points de distribution installés qui servaient à remplacer les 400 points de distribution précédemment organisés par les organisations onusiennes. Et notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait d'ailleurs, je me souviens de cette phrase, parlé de cette fondation et de ce résultat qui est scandaleux et qui est probablement voulu par les autorités israéliennes, comme je cite, une honte. Benjamin Netanyahu est dans une espèce de fuite en avant qui entraîne d'abord les Palestiniens et les Palestiniennes. Est-il besoin de rappeler le bilan dramatique humain dans... Stop. Il faut pas aller plus loin. Et c'est là où moi, ces propos me révoltent. Quand on rajoute un certain élément, je comprends, c'est très bien, mais là, faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Moi, ce qui me révolte, c'est les propos qu'il va tenir par la suite. Écoutez ça. Dans l'enclave palestinienne, pas seulement, il faut parler de la Cisjordanie aussi, et dans la région plus largement, mais son peuple aussi, et un pays dont la réputation est désormais ternie pour des générations et qui va devoir vivre avec ce qu'elle a fait subir à ce peuple et essayer de réinventer un mode de coexistence qui ne soit pas défini par l'agression, l'oppression, l'apartheid et le terme qui va hanter Israël pendant lui aussi des générations, en tous les cas jusqu'à ce que la Cour internationale de justice rende un verdict, celui de génocide. Et quand on connaît l'histoire... Donc là, souvent vous entendez des propos ignobles qui sont transmis, où on ne mesure pas la portée des propos. Ce qui se passe à Gaza, c'est surtout, où c'est ignoble pour les Israéliens parce que les générations suivantes auront une sale réputation. Ah, les Israéliens auront une mauvaise réputation, regardez ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à fiche? Il y a un génocide à l'heure actuelle, il faut le stopper et il faut intervenir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand les Allemands ont fait ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre, les médias n'expliquaient pas « Oh mon Dieu, c'est dommage, les Allemands ils sont quand même assez cool, là c'est dommage, ils vont avoir une sale réputation pour les années à venir et ainsi de suite. » Non, on arrête le massacre, point. C'est bon, s'il vous plaît. Quand même, ils sont en train de nous parler de réputation. Alors qu'il y a un génocide en cours, alors qu'il n'est même pas fini, tu vois, il est en cours, et on est encore en train de penser à l'agresseur, la réputation qu'il aura. C'est quand même fou cette histoire. Et pour finir, je vous laisse avec cette petite intervention de moins d'1 minute qui en fait dit tout le problème.
Le problème n'est pas, encore une fois, je le répète, le génocide. Ce n'est pas le massacre, ce n'est pas la famine, ce n'est pas tout ça. Sachez qu'il y a beaucoup de gouvernements, de pays, de fous furieux qui sont capables du pire, mais ne le font pas parce que ils ont peur de la loi, de la justice, des autres pays, des conséquences et ainsi de suite. Là, ce qu'il faut se poser la question, c'est comment ça se fait qu'Israël peut le faire sans en subir les conséquences. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ça, c'est intéressant. Et que Samantha de Berdern, journaliste, va dire. Écoutez ça. Même si rien n'était détourné, il n'y a qu'un quart des besoins qui rentrent aujourd'hui à Gaza. Gallagher a aussi mentionné ces 1800, donc c'était 2279 calories par jour. Ça équivaut à 1,8 kg par personne. Aujourd'hui, les organisations humanitaires qui essayent de mettre de la pression sur Israël pour aider la population à avoir un peu plus à manger disent, écoutez, laissez au moins rentrer l'équivalent de 1 kg par jour. C'est presque la moitié de ce qui est préconisé par le COGAT. Donc vous voyez la situation qui est responsable de cette famine, c'est évidemment Israël. La communauté internationale, si n'importe quel autre pays du monde faisait ce que fait Israël, la communauté internationale serait... mais c'était le sens de ma question, comment expliquer... Même si rien... Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je vous invite à vous abonner et vous exprimer en commentaire. À la prochaine sur l'Actu Courte.